Ce matin, à la gendarmerie de Draguignan, dans le Var, Olivier est appelé en urgence par une famille en détresse. Ce militaire de la brigade de recherche traque des gangs de cambrioleurs qui pillent la région depuis des mois. Direction, l'arrière-pays varois. Les braqueurs de haut vol que piste Olivier sont repassés à l'action, et pas n'importe où. Les personnes étrangères, telles que les Hollandais, les Anglais et les Allemands, achètent pas mal par ici, et donc on a de belles propriétés avec pas mal d'argent. On a même des Russes apparemment. Donc beaucoup de richesses, beaucoup de choses à voler, quoi. La nuit dernière, c'est cette luxueuse villa qui a été dévalisée par des cambrioleurs. Une des résidences secondaires d'un couple russe très puissant et proche du pouvoir. Bon, écoute, c'est pas vilain. Voiture de sport, piscine, la propriété a de quoi attiser les convoitises. Hier soir, les cambrioleurs ont profité de l'absence de la famille pour s'introduire dans cette immense bâtisse qui renferme des trésors. Mobilier de valeur, toile de maître, argenterie et surtout le dressing de la maîtresse de maison. Et ça, c'était fermé? Non, ouverte comme ça. Ouverte comme ça. Une trentaine de sacs à main griffés a disparu. C'est quoi comme sac, ça? 40 000. Car... Non, j'ai mal entendu, là. Ah non, hier. C'est du crocodile? Les autres, Ah, d'accord. Au final, le préjudice total est important. Près de 100 000 € d'accessoires de mode. Et ce n'est pas fini. Sur les murs, plusieurs œuvres d'art se sont aussi volatilisées. Et le coffre, il était emmené? oh oui. Le coffre est tombé. Les bijoux étaient dans le coffre. Oh oui. Ouais, Le coffre est là. voilà, et les vêtements par-dessus. Il pèse lourd, le coffre? Oui, Deux personnes mettent là. Une personne peut le porter, toute seule? Non, Une femme? Les Il faut au moins 2 personnes. deux hommes. D'accord. Un coffre rempli de bijoux, des tableaux, Un tableau qui était ici. des vêtements de marque, des accessoires de luxe, un butin de près de 200 000 €. Pour Olivier, les cambrioleurs n'en étaient pas à leur coup d'essai. La maison est isolée, il n'y a pas de système de vidéo, que ce soit dans la maison ou dans la rue. Donc les équipes, elles sont bien organisées, donc certainement elles ont repéré avant, ce qui fait que voilà, elles ont agi à des horaires où on n'a pas de témoins. Et donc on n'a pas grand-chose, quoi. Hein. Le gendarme expérimenté ne se fait guère d'illusions. Il n'y aura vraisemblablement aucun témoin, aucune empreinte digitale ou génétique. Ces équipes de cambrioleurs prennent leurs précautions. À ce moment précis, Olivier ne se doute pas qu'après les villas de luxe, c'est un autre secteur haut de gamme qui va intéresser les voleurs, avec à la clé un suspect qui se révélera être un faux coupable. Voici l'arrière-pays varois, un paradis naturel ensoleillé prisé des touristes fortunés et ciblé par les cambrioleurs. Ici, le nombre de vols a augmenté, près de 6400 l'an dernier, soit 20 par jour, un record. Certains gangs spécialisés dans les villas de luxe peuvent faire des razzias dans un seul quartier tout entier en l'espace de quelques minutes. D'autres bandes se concentrent sur les commerçants dans les centres-villes. Des attaques en série. Depuis quelques mois, des voleurs d'un nouveau genre sont apparus dans un domaine méconnu. En première ligne, face à cette nouvelle délinquance, les gendarmes de Draguignan. En particulier, la brigade de recherche. Au sein de cette brigade, des enquêteurs spécialisés, comme Olivier, un adjudant de 39 ans, dont 16 ans de maison. Ce matin, c'est presque la routine. Il est encore appelé pour un cambriolage, avec un butin dérobé plutôt étonnant. Il y a un commerce qui a été cambriolé. Et ce commerce, c'est celui d'un grossiste en outillage et pièces détachées automobiles. Le montant du préjudice est évalué à plus de 5 000 €. Il n'y a personne des employés qui rentrent dans le magasin tant qu'on n'a pas fait les constatations. Hein. Olivier est nerveux, en attendant l'arrivée des techniciens de la police scientifique. Pas question de souiller d'éventuels indices. On ne peut pas les foutre dehors parce qu'il pleut. Mais je veux pas qu'ils rentrent là-bas. Ouais. Hein? Ok, on bloque. Olivier traque ses cambrioleurs depuis des mois. S'ils ont commis une petite erreur aujourd'hui,
il veut à tout prix l'exploiter. Première constatation, les voleurs ont utilisé un simple tournevis pour fracturer la porte. 3, 4, 5 traces de pesée. Des hors-la-loi professionnels qui savaient ce qu'ils cherchaient. Des outils de grande marque. Des dizaines ont disparu des rayons, un joli butin. Car ces outils professionnels valent très cher. Scie sauteuse, perceuse, marteau-piqueur ou tronçonneuse, chaque objet coûte plusieurs centaines d'euros. Certains dépassent même le millier d'euros comme cette rifteuse. Contrairement aux bijoux ou aux billets de banque, ces outils volés sont faciles à écouler. Afin de ne rien négliger, Olivier a fait appel à ses collègues, experts de l'identification criminelle. Ce matin, c'est Franck qui va examiner la scène de cambriolage. Eric, là tu as une lame de cutter avec un petit peu de sang dessus. Chaque indice est méthodiquement numéroté. Donc là c'est un tournevis qui pourrait correspondre, on vérifiera après avec les traces de pesée et les fractions qu'il y a sur la porte d'entrée. Là c'est une caisse qui a été vidée vraisemblablement par eux ou les auteurs. Là c'est l'emplacement initial du coffre, donc il devait avoir la cafetière, du verre et tout dessus. En plus des outils, le coffre du magasin a disparu. Un gang bien rodé qui a tenté d'effacer ses traces. Voilà, le test est positif, tu vois. Quelques empreintes digitales, mais aucune exploitable. Alors Franck se concentre sur l'ADN. Du sang, de la sueur ou des fragments de peau suffisent pour dresser ce portrait génétique. Pour prélever l'ADN, Franck va frotter un coton-tige légèrement humide à chaque endroit que les malfaiteurs ont pu toucher, comme ce chariot élévateur. Les employés ne se rappellent plus si il était à cette place-là, il est allumé, donc ils ne savent pas. Le problème, avec l'ADN, c'est qu'il faudra attendre plusieurs mois avant de connaître les résultats, car les laboratoires d'analyse sont encombrés. Alors Franck va multiplier les chances de récolter d'autres indices avec son matériel. Alain, tu pourras me sortir le Tramlight? Il va utiliser ces lampes spéciales qui peuvent faire apparaître des traces invisibles à l'œil nu. La première diffuse une lumière ultraviolette. D'ordinaire, Franck s'en sert pour trouver des traces de sang ou de fluide corporel. Mais aujourd'hui, il a une autre idée en tête. Pour cela, il va balayer le sol centimètre carré par centimètre carré. Et là, c'est les traces de pas, en fait, que j'essaye de voir. L'enquêteur scrute méticuleusement les recoins de l'arrière-boutique. Et à force de persévérance... Ah ben, les traces de pas, elles sont là. Mais c'est avec une autre de ses lampes, cette fois à lumière blanche, qu'il va faire sa plus belle prise. Tu vois ce que je cherche, c'est ça, tu le vois pas toi, moi je le vois. Des traces qui pourraient paraître anodines, mais pas pour Franck. On a tout un classeur de semelles de chaussures qu'on met à jour régulièrement. Si des fois mes camarades de la brigade interpellent l'auteur, on pourra peut-être déterminer, faire une comparaison avec les chaussures et les défauts de la chaussure de l'auteur. Après plusieurs heures d'expertise, le bilan est plutôt mince. Car il n'y a aucune empreinte digitale exploitable. Les traces de chaussures ne serviront aux enquêteurs que si l'un des cambrioleurs est arrêté. Quant à l'ADN retrouvé sur place, l'analyse devrait prendre plusieurs mois sans certitude d'une réponse intéressante. Olivier le sait d'expérience, la plupart du temps ces cambrioleurs expérimentés portent des gants. Pourtant aujourd'hui les malfaiteurs ont peut-être commis une petite erreur. Pour prendre la fuite, ils ont volé la voiture du magasin, un utilitaire comme celui-ci, avec sur les deux côtés le logo de l'entreprise. Ils volent un véhicule, donc c'est quoi le C'est un véhicule? berlingot, Citroën Berlingot. Berlingot. Blanc numéro- sérigraphié. Sérigraphié, Tout à au fait. nom de la société. Jaune et bleu, sérigraphié à la société. Graphié. Avec les clés et les papiers dessus. Société. Ok, clé plus papier. Et Avec tu m'as dit les maths? l'immatriculation 300. Un véhicule utilitaire très reconnaissable. Peut-être a-t-il été aperçu après le vol. Pour le savoir, l'enquête de voisinage commence. Elle pourrait apporter un début de piste. L'équipe d'Olivier va donc sonner aux portes comme dans cet immeuble juste en face du magasin. Et bonjour, c'est la gendarmerie. À peine arrivé dans l'escalier, le gendarme croise une femme qui semble avoir entendu quelque chose cette nuit. Bah, j'ai entendu des bruits et j'ai vu 3 personnes, quoi. Quelle heure il était?
Il était à peu près 2 h du matin. Après, je les ai vus que de dos, donc ils faisaient à peu près 1m70. Ils étaient habillés comment? Ils étaient habillés en jogging. Noir, et il y en avait un qui avait un blanc. Et ils faisaient quoi? Ils étaient en train de charger comme une style d'armoire, un truc comme ça en fait. Ce témoin aurait aperçu 3 personnes en jogging, dont un portait un haut blanc. Elle aurait aussi clairement vu le véhicule utilitaire. Le véhicule, c'était quoi? Le véhicule, c'était un berlingot blanc. Blanc? Tout blanc? Tout blanc, mais il y avait des trucs, une écriture dessus comme... Il était sérigraphié sur le côté? Voilà, mais je sais plus ce qu'il y avait marqué. D'accord. Il y avait qu'un seul véhicule? Oui, il y en avait qu'un. D'accord, très bien. Ils sont partis et ils ont pris la direction Gonfaron. C'est le début d'une piste intéressante, d'autant que le témoin oculaire est précis. La jeune femme a clairement vu la voiture prendre la direction d'un village voisin. Alors, Olivier va vouloir vérifier cette information immédiatement. Et vous allez voir que pour repérer un véhicule volé, en plus des témoins, les gendarmes peuvent compter sur d'autres yeux qui nous observent en permanence. Ces yeux invisibles, plus de 2000 communes en France en sont équipées. Ce sont les caméras de surveillance. Elles se révèlent parfois de précieux auxiliaires pour faire avancer une enquête. Et il y en a justement plusieurs dans la commune où le cambriolage a eu lieu. Le lendemain matin, Olivier a donc fait rapatrier en urgence ces précieuses vidéos. Avec son bras droit, Olifson, et Steven, un spécialiste de l'exploitation des images, ils vont les scruter à la loupe. Pas de caméra située en face du magasin d'outillage, mais plusieurs en centre-ville. Les gendarmes recherchent le passage d'un véhicule blanc la nuit du vol ou la présence de 3 individus en survêtement. Au bout de quelques minutes, Steven repère 2 silhouettes intéressantes. L'heure, elle est juste? Alors, l'heure est juste, donc on a 2 individus. 2 hommes en survêtement noir et sweat blanc. Ils semblent attendre quelqu'un 1h30 avant le cambriolage et à seulement 300 mètres du magasin pris pour cible. À y regarder de plus près, un petit détail attire l'attention. Là, on peut voir que lui, il a des gants. Tu vois, il a des gants noirs. C'est très sommaire, hein. 2 silhouettes qui pourraient correspondre à 2 des 3 individus décrits par le témoin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est 1h du matin. Et que nous, notre cambriolage, la témoin les voit entre 2h30 et 3h. On les voit s'enfuir entre 2h. On les voit s'enfuir entre 2h et 2h30. Malheureusement, impossible de voir leur visage et aucune trace du véhicule volé lors du cambriolage. Mais il reste à Olivier et ses collègues d'autres images à exploiter. Le témoin, qui a aperçu les 3 silhouettes, a aussi donné une indication précise sur la direction prise par l'utilitaire, une commune voisine également équipée de caméras. Alors Steven, le spécialiste de la vidéo, se rend immédiatement dans cette commune. Selon le témoin, les cambrioleurs auraient emprunté cette voie départementale qui longe l'autoroute. Steven compte bien tenter de suivre leur chemin de fuite, pour cela direction la première commune traversée par cette départementale. On va voir tout simplement si l'exploitation des vidéos va nous faire ressortir quelque chose. On a la chance d'avoir une caméra qui est sur la départementale, qui traverse la commune. Donc on va bien voir si le véhicule passe à un certain créneau. Ça va nous donner encore des indications sur la direction de fuite. Ici, plusieurs caméras de vidéosurveillance sont braquées sur les rues. Si les cambrioleurs sont passés par ici, il se pourrait qu'ils aient été filmés. C'est à la mairie que Steven va visionner les images enregistrées la nuit du vol. Avec les policiers municipaux, il guette sur ces enregistrements le passage d'un véhicule de société juste après l'heure du cambriolage. S'il existe des milliers d'utilitaires blancs comme celui-ci, le véhicule de société dérobé par les cambrioleurs, avec sa bande jaune et bleue sur le côté, ne passe pas vraiment inaperçu. Une erreur qui pourrait permettre d'identifier les malfaiteurs. Alors, Steven examine une par une les vidéos dans les créneaux horaires qui l'intéressent. Des rues quasiment désertes, jusqu'à 3 h du matin. C'est le véhicule qui est sérigraphié. Bon, la qualité est pas nette, hein. C'est bien le véhicule volé dans le magasin d'outillage qui vient de passer. Est-ce que tu as d'autres plans de caméra sur le passage de ce véhicule?
La chance semble sourire à l'enquêteur, car en continuant ses recherches, il va retomber sur la fourgonnette quelques secondes plus tard. Vas-y, ralentis-moi l'image. Donc là, on voit bien le Citroën Berlingo. Le véhicule est filmé de face et la vue est imprenable sur la route. Steven va peut-être découvrir les visages des cambrioleurs. Mais après quelques minutes, mauvaise pioche pour le gendarme. Même en faisant un arrêt sur image, en pleine nuit, la lumière des phares du véhicule masque tout. Au vu de la qualité de la vidéo et sachant qu'il fait nuit, bon, on n'a pas la possibilité de voir ni le conducteur ni l'éventuel passager avant. Les caméras elles sont surtout faites pour essayer d'avoir les plaques d'immatriculation. D'accord. Les cambrioleurs passent ensuite dans le champ de cette autre caméra, puis disparaissent. Malgré tout, le bilan est positif pour Steven. Ces vidéos confirment la déposition du témoin et donnent une nouvelle indication aux enquêteurs. La seule route qu'ils sont censés prendre à l'issue, c'est obligatoirement en direction de Pignan. Donc on va essayer de contacter la police municipale de Pignan pour faire une exploitation sur les vidéos. Donc ça peut être intéressant. Conclusion, le véhicule volé a donc bien traversé cette première commune. Il a pris la direction du village voisin et pour le gendarme, c'est un indice précieux. S'ils passent à Pignan, ça veut dire qu'ils ont poursuivi leur chemin. Par contre, s'ils passent pas, on pourrait plus en déduire qu'il s'agit de délinquance locale. Malheureusement pour l'enquêteur, aucune vidéo exploitable dans le prochain village. La piste de l'utilitaire s'arrête net. A priori, il semble se diriger vers le sud. Alors pour retrouver le véhicule volé et ses occupants, les gendarmes ont la possibilité de lancer un appel à toutes les brigades du secteur, dans l'espoir que le véhicule refasse surface ou que le gang des voleurs d'outils repasse à l'action. Dans ce cas-là, toutes les unités locales feront aussitôt remonter l'information vers la brigade de recherche de Draguignan, et c'est justement ce qui va se passer quelques jours plus tard. Ce matin-là, une brigade située à quelques kilomètres seulement de Draguignan vient d'être appelée en urgence pour un cambriolage qui ressemble étrangement à l'affaire qui préoccupe Olivier. J'imagine qu'ils ont ouvert le cabanon à l'aide d'un pied de biche ou peut-être d'un tournevis à l'aide d'un marteau. Ils ont dû faire pression et faire céder le petit bout de plastique, la poignée. Une cabane en plastique au fond d'un jardin. Normalement, pas de quoi attirer les malfaiteurs. Pourtant, cette fois-ci, ils sont repartis avec un butin conséquent. Et donc, on m'a enlevé la tronçonneuse thermique et ma débroussailleuse, voilà, d'une valeur à peu près 600-700 euros, donc 350 euros chacun, quoi, on va dire. Voilà. Philippe, maréchal des logis-chefs, est loin de se douter de ce qu'il attend. Ce vol n'est en fait que le premier d'une très longue série. Et c'est ce voisin qui va l'en informer. Il faut qu'on ait d'un artisan aussi. Ils ont pris carrément tout le matériel dedans. Récemment, là, ces jours-ci? Oui. Cette nuit. Ouais, cette nuit? Ouais. Il habite où? Mais juste après. On n'est pas au courant encore pour celui-là. Un de plus. En effet, à quelques mètres seulement de la maison, un autre homme, un artisan, a aussi reçu la visite des cambrioleurs. Une visite silencieuse, mais efficace. Là, il n'y en avait qu'une de machine dans ce fourgon de voler? Deux. La 327 et le marteau-piqueur. C'est 1000 et quelques euros, 1500, 2000 euros. Encore une fois, les voleurs se sont emparés d'outils de grande marque, faciles à revendre. Après la fourgonnette, ils ont même pris le temps de fouiller le garage. Ils ont pris des grosses mallettes. 3 machines. 2 marteaux-piqueurs, une carotteuse et un autoportable. C'est environ 4000 euros. Le butin commence à chiffrer. En une nuit, 6700 euros. Mais la victime est blasée. Ces vols d'outils, d'après elle, seraient monnaie courante ici. Ils ont pris les matériaux revendables rapidement. Comme sur tous les chantiers où on se fait voler, c'est du matériel portatif qui est revendable. Et voilà. Des cambrioleurs organisés, bien informés, qui ne sont pas venus ici par hasard. Bonjour, madame, s'il vous plaît.
Car en réalité, dans ce lotissement, il n'y a pas un, mais plusieurs artisans. Donc il y a que le fourgon qui a été touché, hein? Il n'y a que le fourgon. D'accord, Qu'est-ce qui était dedans? Cette voisine a également eu une mauvaise surprise en se levant ce matin. 1, 2 et 3. On voit les traces. Plus de biches. En fait, c'était tout bien rangé dans des boîtes. Donc ils se sont servis. On a le winner. Voilà. Le winner de la journée. Un mode opératoire identique et toujours le même butin, des outils. Le camion du mari a été entièrement dévalisé. Résultat, l'artisan ne peut plus travailler. 3 perceuses, il y avait une disqueuse, une riveteuse, 2 scie sabres, une ponceuse. Bon, après, il y a les petits portatifs, les ventouses, les déligneuses, le rabot, le poste à souder, le petit scellement chimique. 5-6 000 euros. Hein. Sans outils, tous les chantiers de cet artisan sont à présent menacés. Un manque à gagner qui s'ajoute aux 6 000 euros de matériel dérobé. Les habitants sont excédés. C'est vrai qu'il y a toujours eu des vagues, mais ces vagues-là étaient plus espacées, me semble-t-il. Là, maintenant, regardez, ça arrive 2-3 fois dans l'année. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. On ne peut pas se retourner vers quelqu'un, discuter ou quoi. On n'entend que ça. Ils ont plus peur de rien, quoi. Et... Plus rien ne les arrête, quoi. Non, plus rien ne les arrête. Au final, ce ne sont donc pas 3, mais 6 cambriolages. Le montant du préjudice global, 14 000 euros. Une somme qui vient s'ajouter aux 5 000 euros d'outils dérobés chez le grossiste, sans compter sa voiture volée. D'après les premières constatations, peu de chances de retrouver les auteurs. Ces cambrioleurs discrets et prévoyants n'ont laissé aucune trace de leur passage. Olivier doit maintenant traiter non pas 1, mais 6 dossiers. L'enquêteur veut interpeller au plus vite les membres de cette bande avant qu'ils ne fassent main basse sur tous les commerces des artisans de la région. Coup de chance, son appel à toutes les brigades se révèle positif. Quelques jours après le braquage, le véhicule utilitaire va refaire son apparition, bien loin de Draguignan. D'accord. Souvenez-vous, le véhicule volé avait été identifié dans une première commune, puis avait disparu dans le village suivant. Des policiers viennent de le découvrir un peu plus loin sur la même route, à Toulon. C'est la police municipale qui a retrouvé ce fourgon abandonné sans aucune empreinte exploitable. Reste que le lieu où cet utilitaire a été abandonné va se révéler très précieux pour les enquêteurs. C'est intéressant, ça signifie que c'est une délinquance toulonnaise, vraisemblablement, qui est venue commettre ce délit chez nous. Parce que les gens préfèrent commettre des méfaits loin de chez eux où ils sont connus, où leur visage est connu, pour ne pas se faire avoir. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on élargisse le cercle de nos investigations géographiques. Et pour élargir ses recherches, Olivier va devoir utiliser une technique bien connue des enquêteurs. S'intéresser à la marchandise dérobée et à ceux qui sont chargés de l'écouler, les reselleurs. Pour cela, les gendarmes savent où chercher. Depuis quelques années, il y a un endroit où beaucoup d'objets volés sont revendus, Internet. Tous les jours, je regarde s'il y a des outils, donc surtout Facom, qui sont en vente sur les sites de petites annonces, quoi, donc. Et vous allez voir qu'à partir d'une simple annonce, les gendarmes peuvent relancer une enquête. Olifson, le spécialiste Internet de la brigade, va rechercher les outils mis en vente après le cambriolage sur la ville de Toulon. Un travail laborieux. Mais cette fois, il sait précisément ce qui l'intéresse. En effet, chez le grossiste, les cambrioleurs ont fait main basse sur des outils d'une seule et même marque. C'est donc cette référence qu'Olifson va inscrire dans le moteur de recherche du site. Il réduit ainsi les possibilités. Oui, ils ont du Facom, hein, mais c'est... Sauf qu'à chaque fois, c'est de l'occasion, quoi. La tâche d'Olifson s'annonce difficile. Mais au bout de quelques minutes, la chance semble enfin lui sourire. L'annonce d'un vendeur retient son attention. Ce qui est bizarre, c'est que c'est comme des objets qui vendent sous blister. Donc, en principe, c'est comme un site où on vend de l'occasion, quoi. Donc là, c'est vraiment neuf et apparemment, il dit qu'il s'en sert pas. Donc, Ce coffret d'embout professionnel est encore emballé et vendu à un prix imbattable,
100 € au lieu de 154 dans le commerce. Et en cherchant encore, Olivson va s'apercevoir que ce vendeur a beaucoup d'autres outils en stock. Donc là, par exemple, je découvre du Facom, qui est encore sous blister. Monsieur en demande 35 €. En tout, l'enquêteur va découvrir une dizaine d'annonces. À chaque fois, les outils sont neufs et pas déballés. Certains correspondent même exactement à ce volé chez le grossiste. On a 7 ou 8 annonces que le bricolage. Donc, soit ils ont arrêté le bricolage, ou soit ça vient de quelque part, quoi. Ce qui intrigue aussi l'enquêteur, c'est la date de mise en ligne de toutes ces annonces. Exactement 3 jours après le cambriolage. Toutes postées par un mystérieux vendeur qui se cache derrière un pseudo. Je trouve que pour une personne de vendre autant de choses en plus neuves, c'est quand même pas mal, quoi. C'est intriguant, quoi. Grâce à cette recherche, l'enquête prend une nouvelle tournure. Olivson s'intéresse à ce vendeur énigmatique. Car en plus de son pseudo, il dispose d'un numéro de téléphone qu'il compte bien exploiter. À chaque fois le même numéro de téléphone, hein, et le même pseudo. Donc, elle a presque plus de références que les grandes enseignes chez elle. Alors, pour recueillir un maximum d'informations au plus vite, l'enquêteur va bluffer. Il va contacter en personne le vendeur, en se faisant passer pour un acheteur potentiel. Bonjour, je vous appelle pour l'annonce sur Le Bon Coin, s'il vous plaît. Oui. Olivson a de la chance. Le vendeur décroche. Mais pour le gendarme, surprise, car au bout du fil, c'est une voix de femme. Immédiatement, l'enquêteur qui joue les faux acheteurs se renseigne. Ça serait pour des outils Facom, un coffret. Donc, Oui, il est toujours en vente. D'accord. C'est lequel ce coffret? Vous en avez plusieurs? Oui. Grâce à ce coup de fil, l'enquêteur espère en savoir un peu plus sur cette femme, cette vendeuse. Et pourquoi pas découvrir son adresse à Toulon. J'habite au Pradet, moi, donc vous habitez où? Vous venez faire... Ouais, vous venez, vous pouvez me trouver, allez, on va dire, à côté du... Même si la vendeuse reste vague, Olivson vient d'obtenir une information précieuse. Car désormais, les gendarmes savent dans quel quartier de Toulon chercher. Il poursuit donc son interrogatoire en toute discrétion. Donc je vous paye en espèces, c'est bon, hein, demain? Ah oui, par contre, voilà, c'est en espèces. D'accord, il n'y a pas de souci. Un règlement en espèces. C'est bien pratique pour ne laisser aucune trace. À première vue, le profil de cette vendeuse s'apparenterait à celui d'une recelleuse. Olivson raccroche, il est ravi. C'est une piste vraiment sérieuse, là. Dans le bureau d'à côté, Olivier va maintenant approfondir les recherches de son collègue. Il va tenter de trouver sur Internet des traces de cette vendeuse. En quelques clics et avec seulement son numéro de téléphone, il fait une découverte intéressante. Si on fait une recherche libre avec le numéro de téléphone, on s'aperçoit qu'il y a une ancienne annonce où le gars échange quadre contre scooter, 50 cm3, moto, VAR, Le Bon Coin, avec ce même numéro de téléphone. Donc et en plus du 7 janvier 2013. Donc on peut légitimement supposer que c'est le même individu, puisque c'est le même numéro de téléphone. Grâce à cette ancienne annonce, Olivier découvre une information qui va s'avérer essentielle pour le reste de l'enquête. Pour cette ancienne annonce, il dit l'endroit où il se trouve. Cet endroit, ça correspond à une cité de Toulon. La vendeuse habiterait donc dans une cité de Toulon. Une information confirmée par un détail récurrent sur chacune des annonces. Quand on regarde les photos prises sur le site en question avec les objets, les outils sur blister, ces outils sont posés sur une fenêtre et en arrière-plan de la fenêtre, on voit des tours d'habitation, des tours d'immeubles. Donc vraisemblablement une cité. Une cité qui pourrait correspondre à celle dont le mec dit venir. Olivier poursuit. Il tente de trouver un lien entre les 3 cambrioleurs et cette vendeuse. Maintenant qu'il dispose de son adresse supposée, il va la comparer avec celle où a été retrouvé le véhicule de société du grossiste qui a permis aux cambrioleurs de s'enfuir. Donc le véhicule a été trouvé là, et le quartier d'où semble habiter celui qui met en ligne les annonces, serait là. Donc c'est pas très loin, quoi. C'est à côté. Hein. Après, le mec est pas con, forcément, il va pas forcément le mettre en bas de sa cité, quoi.
Avec ce nouvel élément, Olivier n'a plus de doute. Cette vendeuse pourrait bien être liée au cambriolage qui s'est produit à plus de 80 km de chez elle. Il est quand même curieux d'avoir du matériel neuf encore sous blister qui n'a jamais servi, en quantité, parce que là c'est pas un ou deux, en quantité, qu'on vend immédiatement sur les sites comme ça. Si à la limite elle les vendait au-dessus du prix du marché, mais apparemment c'est en dessous du prix du marché, quoi. Donc ça peut pas avoir été obtenu honnêtement, c'est pas possible. Tout commence à s'embriquer, à recoller, quoi. Grâce à de petites annonces, l'enquêteur vient de faire un pas de géant. Désormais, en plus des 3 individus recherchés pour ce cambriolage, Olivier s'intéresse à cette vendeuse qui pourrait jouer le rôle de receleuse. Et vous allez voir qu'à partir d'un simple numéro de téléphone, les gendarmes peuvent en apprendre beaucoup sur chacun d'entre nous. Je fais déjà une réquisition de l'opérateur pour savoir qui est cette personne, quoi. S'il a fourni les bons documents, surtout. Par un simple mail, Olivson demande à l'opérateur téléphonique de lui remettre les coordonnées du propriétaire de cette ligne. Grâce à ces informations, les enquêteurs espèrent enfin identifier cette singulière vendeuse, peut-être la clé de l'énigme. À Draguignan, quelques jours plus tard, Olivier et son équipe sont en pleine effervescence. La réponse de l'opérateur téléphonique vient de tomber et la pêche est plutôt bonne. Alors après, voilà l'identification. L'adresse que j'ai, c'est donc à Toulon, et ça peut correspondre à l'image que j'ai sur le bon coin, donc d'un bâtiment, une photo qui est prise d'un bâtiment, donc assez haut. Pour les enquêteurs, les pièces du puzzle éparpillées jusqu'à présent s'assemblent enfin. Le numéro de téléphone apparaissant sur les annonces appartient à une femme. Et c'est bien une femme qui a répondu à l'appel d'Olivson. Ensuite, ses initiales correspondent parfaitement au pseudo du vendeur. Il y a aussi son adresse qui renvoie à la fameuse cité de Toulon où les photos des annonces ont été prises. Enfin, c'est tout près d'ici que l'utilitaire volé chez le grossiste a été retrouvé. Maintenant que les enquêteurs connaissent les noms et prénoms de cette étrange femme au centre de toutes les recherches, ils vont explorer son passé judiciaire. Donc je vais passer voir si elle est connue déjà la personne. Pour cela, les enquêteurs disposent d'une vaste base de données, le TAJ, pour traitement des antécédents judiciaires. Si cette femme a déjà eu affaire à la justice, les gendarmes vont très vite le savoir. Toulon, connu. C'est bon ça, hein? Connu pourquoi? Attention. En plus j'ai même la photo, donc la voilà. Voilà l'étalage. Pas mal. En consultant la deuxième page, Olivier s'aperçoit qu'à 38 ans, cette femme a déjà un passé bien chargé. J'ai 9 faits différents. Usage frauduleux d'un moyen, vol simple, vol à l'étalage. Donc beaucoup de vols à l'étalage, mais aussi des vols simples. Entre 92 et 2000, et la procédure qu'on a vue tout à l'heure, elle était de 2008. Le virus l'a repiqué. Olivier n'en espérait pas tant. Il vient d'identifier une voleuse bien connue, déjà mise en cause pour de nombreux larcins. Mais est-ce la receleuse? Rien ne l'indique. Alors maintenant, grâce à la banque de données, il va s'intéresser à son entourage, et notamment sa famille. Et quelques secondes plus tard... C'est un cousin à elle. Il a 15 ans, là. Trop jeune pour moi. Mais bon, je le garde en mémoire quand même, tu vois. Celui-là a 16 ans, parce que c'est janvier. La Beaucaire, pareil. Mais destruction, tu vois, j'ai pas trop de vol. Il y en a d'autres, là. Bah, c'est celui-là, c'est intéressant. Une vol de véhicule, on recèle. Vol, destruction, recel. Plusieurs membres de cette famille ont déjà été poursuivis. Mais pour les gendarmes, cela ne prouve rien, juste une indication pour avancer des hypothèses. Quand on commet ce genre de méfait, en général, c'est pas le premier, c'est pas le seul. Donc vraisemblablement, ce sont des gens qui font ça, qui volent pour ensuite revendre par l'intermédiaire de cette dame qu'on a eue au téléphone. Donc il y a une certaine organisation dans la bande. Peut-être parce qu'on se méfie moins d'une femme que d'un homme. Pour les gendarmes, cette femme cache peut-être des secrets. Pour le vérifier, Olivier estime qu'il faut l'interpeller dans les prochains jours.
Mais avant d'intervenir, il doit connaître précisément l'endroit où elle réside. Et pour cela, il faut aller en repérage. Quelques heures plus tard, les deux enquêteurs filent en direction de Toulon, à une centaine de kilomètres de Draguignan. Une fois sur place, les gendarmes découvrent le quartier où résiderait la suspecte. Premier objectif, vérifier qu'elle habite bien à l'adresse livrée par son opérateur téléphonique. Pendant qu'Olivier se renseigne auprès des commerçants du quartier, son collègue Olivson part à la recherche de l'immeuble. Pour rester discret, nous le suivons en caméra cachée. On va faire un petit repérage de l'adresse où habitent ceux qui vendent les objets sur le site de petites annonces. On va aller à pied devant la résidence. Mais dans cette cité de Toulon, certains immeubles sont semblables. Si Olivson a une adresse, il a cependant bien du mal à s'orienter. Excusez-moi, la tour... Et apparemment, c'est compliqué. C'est là, c'est là. Et celle-là? Oui. Merci. Ouais, bonne journée. Au revoir. Celle qui est dans le bâtiment. Pas évident quand on peut. Effectivement, la configuration des lieux correspond exactement aux indications données par la vendeuse au téléphone. C'est vrai qu'il disait devant le... Ouais, c'est ça, c'est la bonne tour. En arrivant sur place, l'enquêteur a aussitôt un sentiment de déjà-vu. Cette cité lui rappelle étrangement les photos publiées sur le site internet avec les petites annonces pour de l'outillage haut de gamme. Pas de doute, l'enquêteur est sur la bonne piste. Et coup de chance, le digicode de l'immeuble est en panne. Olivson va donc pouvoir inspecter les boîtes aux lettres sans éveiller les soupçons. Je cherche le nom de la dame. Sur les boîtes aux lettres, l'enquêteur espère retrouver l'étage et l'emplacement exact du logement de cette femme soupçonnée de recel. Quelques minutes d'investigation et bingo. Elle ? Sur cette boîte aux lettres, le nom de la femme qui a passé les annonces sur Internet et détail important, le numéro de son appartement. Pas question de traîner plus longtemps ni d'éveiller les soupçons du voisinage. La cible est localisée, mais avant de l'interpeller, les gendarmes aimeraient démontrer les liens entre cette femme et les 3 cambrioleurs. Ils espèrent dans l'absolu faire d'une pierre deux coups, interpeller la femme et le trio de malfrats. Et justement, au pied de la cité, une surprise attend Olivson. C'est son collègue au bout du fil qui vient de faire une trouvaille plutôt intéressante. Voilà. Il le rejoint aussitôt dans cette station-service située 100 mètres plus loin. Une caméra qui est au parking, ça donne sur la rue, ça permettrait de voir le véhicule éventuellement passer sur la rue ici. Comme c'est souvent le cas, cette station-service est équipée de caméras de surveillance à l'extérieur. Des caméras qui ont pu filmer la fourgonnette volée le soir du cambriolage. Aux côtés des gendarmes, nous filmons en caméra cachée. Je peux occuper, mon collègue il est rentré déjà avec... Je peux rentrer, moi? Comment on fait? Ok, merci. Dans le magasin, Olivier a déjà demandé à récupérer les bandes vidéo. Bonjour. Chef Bonjour. Je vais vous montrer tout ce qu'on a. Voilà. Coup de chance pour les gendarmes. La station-service dispose de nombreuses caméras. Le 20, 3, 13 C'est ça, l'année. c'est la mars. Et voilà, ça c'est les caméras. D'accord. Ça. Donc il y a combien de caméras alors? Il y en a 10. Une dizaine d'objectifs. C'est une aubaine pour les enquêteurs. Ils espèrent avoir une chance enfin de voir le visage des cambrioleurs. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein. C'est encore aider les gendarmes. Olivier et son collègue transfèrent les images sur leur clé USB. Une nouvelle piste qui pourrait faire peut-être basculer leur enquête.
Car jusqu'ici, aucune indication pour reconnaître les cambrioleurs. Images trop furtives, phares éblouissants. Aucune caméra de surveillance exploitée par les gendarmes n'a permis de les identifier. Les nouvelles vidéos vont-elles se révéler plus intéressantes? De retour à la brigade, c'est Olivson, avec son œil entraîné, qui va visionner les images. Et voilà ce qu'il découvre. 4 heures du matin, la ville semble endormie, quand soudain... On voit le véhicule qui arrive, le véhicule avec le fameux logo de la société. Bon, on a juste ça, quoi. Donc, ça nous permet de voir qu'il rentre directement se garer, donc à proximité de la caisse, quoi. C'est un élément déterminant. La fourgonnette volée est donc bel et bien venue à la station-service située à seulement 100 mètres du domicile de la femme soupçonnée de recel. Et tout cela, 1 heure après le cambriolage, chez le grossiste en outillage. Et c'est le temps précisément qu'il faut pour faire la route jusqu'à Toulon. Olivson va maintenant visionner la vidéosurveillance de l'intérieur du magasin. On suppose que c'est la personne qui commande. Là, on voit donc il y a un pantalon de couleur sombre avec un blouson blanc, quoi. Après, on voit pas le visage, mais en tout cas, on voit qu'il attend, qu'il est tout seul. Et après, donc l'employé de la station-service va lui donner quelque chose, quoi. Donc, il vient à la station-service uniquement pour acheter à manger, quoi. Impossible d'identifier le visage de ce mystérieux client. Mais pour Olivson, une chose est sûre, la fourgonnette ne s'est pas retrouvée ici par hasard. Les voleurs ne seraient-ils pas venus livrer leur butin ici, à 2 pas du domicile de la présumée receleuse? La tour est distante de 100 mètres de la station-service. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses étranges, on va dire, quoi. Et donc, on peut quand même faire un gros rapprochement entre le cambriolage et les annonces parues sur le site internet, quoi. Si le trio de cambrioleurs reste à identifier, l'analyse de la vidéosurveillance de la station-service conforte l'hypothèse des gendarmes. Il pourrait bien y avoir un lien entre les 3 voleurs et la vendeuse repérée sur Internet. Désormais, il ne reste aux enquêteurs qu'une seule option, faire parler cette femme. Mais aucun gendarme ne se doute de la suite. Le suspect ne sera pas celui qu'ils imaginent. 4 heures du matin, 3 jours plus tard. Olivier est impatient. Après des semaines de traque, il espère enfin que la femme suspecte pourra le conduire sur les traces de ce gang de cambrioleurs insaisissables. C'est Steven, ça va? Ouais, et toi? C'est Marie. Pour cette opération, Olivier quitte Toulon avec 2 collègues. Là-bas, une autre équipe de gendarmes ira leur prêter main forte. Ça va se passer en douceur, on va frapper, on va pas casser la porte. Parce qu'ils peuvent pas trop se débarrasser des machins dans les toilettes, hein. On saisit les ordinateurs, téléphone, puce téléphonique. D'accord. Puis bon, avec un petit peu de chance, on va retrouver les objets sous blister qu'elle met en vente sur Internet et qui proviennent de notre cambriolage. Les enquêteurs espèrent retrouver une partie des outils dérobés lors du cambriolage. Ou encore le téléphone, correspondant au numéro indiqué sur les annonces. Autant d'éléments qui permettront peut-être aux gendarmes de remonter la piste des cambrioleurs. Olivier arrive à l'adresse de la femme soupçonnée de recel. Il retrouve sur place les gendarmes venus l'aider pour l'intervention. C'est bon? Allez hop! Pour ne pas gêner l'opération, nous les suivons en caméra cachée. Ok, vas-y. Gendarmerie, ouvrez! Gendarmerie, ouvrez! Gendarmerie! 3e essai et toujours aucun mouvement dans l'appartement. Pourtant,
Olivier n'est pas inquiet. T'as une serrurerie? Non, j'en ai pas, mais... Elle est là, elle veut pas ouvrir, c'est tout. Donc de toute façon, on bougera pas de devant, donc plutôt intérêt à ouvrir. Les gendarmes pensaient intervenir en douceur, mais l'opération s'avère plus compliquée. La cité risque d'être réveillée par le bruit. Gendarmerie, ouvrez ou on casse la porte! Quelques secondes plus tard, la menace se révèle finalement payante. Voilà, tu vois. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Une fois à l'intérieur, les gendarmes trouvent la femme qu'ils soupçonnent. Manifestement, elle habite ici, avec son compagnon. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Alors, il est 6h50, je vous place en garde à vue pour des faits de recel. Donc, Quoi, recel? Ça veut dire quoi? recel, c'est le fait de profiter de l'objet qui vient d'un méfait, d'un vol ou d'un truc comme ça. C'est de vendre des objets qui viennent d'un vol. D'accord? Ouais. Je suis pas venu les mains dans les poches, d'accord? Oui. Je vous place en garde à vue. Parce Mais que pourquoi? j'ai des choses à vous reprocher. Vous allez vous expliquer, la garde à vue, ça sert à ça. Vous allez vous expliquer. C'est pas la première fois, vous avez déjà été entendu pour des faits, donc vous connaissez un peu le principe. Déjà mise en cause pour des vols, la femme clame son innocence. L'irruption des gendarmes a réveillé ses enfants. Pour eux, c'est un véritable choc. Car ils ne tardent pas à réaliser que leur mère risque de partir, menottes au poignet. Bonjour. D'accord. Papa, il t'expliquera. Ne te fais pas du mal comme ça. Ne te fais pas du mal, mon cœur. T'es grand. Mais oui. Mon amour, je le sais que ça fait mal. Maman, faut pas penser. Papa, il t'expliquera, mon Oui, cœur, c'est d'accord? rien, bonhomme, hein? Allez, C'est papa, il rien. t'expliquera. Maman t'aime. L'un des garçons est en larmes. Pour la mère, la situation devient tendue. J'ai des enfants, j'ai un bébé, tout. Vous me dites, je vais en garde à vue, elle est au sein. Elle est au sein, la petite. Écoutez-moi bien. Je vous assure qu'elle est au Écoutez-moi sein, bien. petit. Écoutez, vous me laissez parler 2 minutes? Hein? On est correct. Je sais, vous avez 3 enfants. Il va falloir m'expliquer. D'accord? Dans le salon, le père est effondré. La mère, elle, commence à craquer, et pour la faire parler, le gendarme lui propose un marché. Là, je cherche tous les outils FACOM que vous avez mis sur le bon coin. Tous les trucs que vous avez pu mettre sur le bon coin. D'accord? Je suis quelqu'un de parole. Donc, si vous expliquez que vous me dites qui c'est, ça se passera bien. Si vous expliquez bien, ce soir, vous revenez. D'accord? Ils sont tous les outils. Et c'est là, à la surprise générale, que tout bascule. C'est soudain le père qui fournit la réponse aux gendarmes. Sans dire un mot, il se lève et conduit les enquêteurs vers ce qu'ils étaient venus chercher. C'est là. Manifestement, la cachette n'était pas très loin. D'accord. Ok, ça marche, monsieur. Allez, ça marche, on va s'en occuper. Au fond de ce dressing, entre les chaussures des enfants et l'aspirateur, une vieille armoire en bois. À l'intérieur, des dizaines de sacs plastiques bien remplis. Ouf. Là, c'est bon, là. Du FACOM. Hop. Un sac, voilà. Dans un de ces sacs, les gendarmes mettent la main sur des dizaines d'outils de la fameuse marque haut de gamme qu'ils recherchaient. Des outils qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ceux volés chez le grossiste. Les enquêteurs n'en reviennent pas. La caverne d'Alibaba, là. Ah, on retourne sur du FACOM. Tout neuf, tout emballé. Ok. Pour moi, l'armoire, c'est bon. Bon, déjà, on a récupéré le matériel qui nous intéresse. Des outils, et encore des outils. Des produits de marque encore dans leur plastique d'origine.
Au total, un butin de plusieurs milliers d'euros. Et pour les gendarmes, ce n'est qu'un début. Car après l'outillage, voici le rayon parfumerie. Ah ouais, ça c'est pas de chez nous ça. Ok. Bon, on a des parfums. Tiens, encore une mallette toute neuve. Là, on est tombé sur un reseller en puissance. Hein. Là, il y a de tout, là. Il y a à boire et à manger. Hein. Allez, hop, c'est quoi ça? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, tu pote. Attends, sans déconner. Tu vas pas me dire que ça. Un arsenal de produits cosmétiques. Malgré les apparences, ce petit réduit cachait en fait un véritable supermarché. Les enquêteurs n'en espéraient pas tant. On va emballer tout ce qu'on a récupéré de Facom qui sont de venir chez nous. J'avoue que c'est laborieux, parce que vu la quantité de matériel qu'il y avait dans ce réduit là. Et puis il y a vraisemblablement beaucoup de choses qui viennent pas de chez nous par contre. Mais qui pour autant paraissent louches. Allez hop, fini pour ce réduit. Pour les enquêteurs, l'opération est un succès. Ils ont enfin retrouvé la marchandise volée, et bien plus. Une piste qu'ils comptent exploiter pour remonter jusqu'au cambrioleur. Alors, l'épouse aurait-elle une petite idée sur les fournisseurs? Maintenant, voilà, moi, comment il faut que je dise? Non, taisez-vous, qui les a apportés, qui c'est qui les a pas apportés, tous ces outils. Hein? On discute pas là. 3 millions, hein. Il est au courant? Et voilà, moi, c'est pour ça, monsieur. Que tu les as achetés aux gens que tu les as volés, qui les volent. Mais moi, je les connais pas, ces gens. La femme n'est, dit-elle, au courant de rien. Si dans la pièce, il y a bien un reseller présumé, c'est son mari. Pour l'instant, ce que vous me dites là, je peux pas. Il faut que je le prenne en audition. En quelques secondes, tout est bouleversé. Le reseller ne serait pas la femme que les gendarmes étaient venus interpeller, mais plutôt le mari. Le mari qui aurait été en contact direct avec les cambrioleurs. Sa compagne, elle, aurait mis le butin en vente sur Internet en ignorant sa provenance. Bon, l'ordinateur avec lequel vous mettez les annonces sur le bon coin, c'est lequel? Là-bas. Dans votre chambre, il est? Oui. D'accord. La fouille se poursuit en silence, car dans la chambre, un bébé dort encore. Ah, il y a ça. Ouais, c'est ça, il faut prendre. C'est ça que je cherche. Bon, merci, c'est bon. Avec quoi vous prenez les photos pour les mettre sur le bon coin? Ben, mon téléphone. D'accord, c'est sur votre téléphone alors. Des téléphones, l'ordinateur de la famille, des éléments qui vont permettre aux enquêteurs d'en savoir plus sur la quantité d'annonces passées pour revendre le matériel volé. La perquisition touche à sa fin. Les gendarmes repartent, les bras lourdement chargés. Ils emportent tous les outils en lien avec leur enquête. Ils ont surtout un nouveau suspect. C'est finalement le mari qui se retrouve placé en garde à vue. Sa femme, elle, sera auditionnée plus tard dans la journée. Bilan de la perquisition plus que positive. Hein, voilà, donc on a retrouvé énormément d'objets qui proviennent vraisemblablement de notre vol. Ils avaient un stock de fournitures scolaires, un stock de chaussures, un stock de vêtements, un stock de parfums, un stock d'outils de bricolage. Ils avaient un stock de tout. Ils auraient pu ouvrir une épicerie sans problème. En fait, il a trouvé son métier, quoi. Il est reseller. Donc je pense pas qu'il soit voleur. Par contre, je pense qu'il va nous donner les voleurs. Un professionnel de la revente qui, pour recel, encourt 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Olivier, surpris par cette étrange perquisition, voudrait tout de même en savoir un peu plus sur l'épouse. Dans la procédure, tout nous amenait vers Madame pas lui. Lui, il apparaissait pas autant dans les annonces Internet que dans la téléphonie. Je rappelle que notre collègue avait téléphoné donc, au numéro qui apparaissait sur les annonces, se faisant passer pour un client, et que c'est une voix féminine qui lui a répondu, c'est pas lui. Donc ça, quelque part dans son audition, il va aussi falloir qu'elle s'en explique. Après 1 heure de route, c'est une phase cruciale de l'enquête qui commence. L'homme et son épouse seront auditionnés chacun de leur côté pour éviter qu'ils ne s'accordent sur leur version des faits.
Les gendarmes vont devoir déterminer le rôle de chacun dans cette affaire. Ils espèrent surtout obtenir l'identité des 3 voleurs spécialisés dans l'outillage haut de gamme qui écument la région depuis plusieurs semaines. À peine arrivé à la brigade, le présumé receleur va devoir s'expliquer sur l'origine de la marchandise saisie à son domicile. Quand est-ce que vous l'avez récupéré, ça? Oh, ça fait 2-3 semaines, comme ça. Je les avais trouvés au puce. Moi, tout le temps, je suis au puce ailleurs. Le mec, tous les matins, j'achète les téléphones, j'achète tout. Des gens, je ne les connais même pas, les gens. On court derrière les voitures, monsieur, vous avez quoi à vendre? Et j'ai tombé sur un couple, ils m'ont proposé ces outils-là. Ils me les ont envoyés, vendus comme ça, dans un lot. Un achat sur un marché aux puces, quelques semaines plus tôt. Olivier trouve la ficelle un peu grosse. Pour une bonne raison. Grâce aux images de la vidéosurveillance prise à Toulon, l'enquêteur sait que la fourgonnette volée se trouvait dans le quartier du suspect, tout près de sa cité, la nuit du cambriolage. Conclusion pour les gendarmes, les voleurs seraient donc venus le livrer la nuit même, 1 heure seulement après le casse chez le grossiste. Vous n'avez pas acheté ailleurs, ça vous a été amené chez vous dans une voiture. Je connais la voiture, je sais comment elle est. Sur la tombe à mon père, je ne les avais pas achetés chez moi, ni dans le quartier, c'est ailleurs en plus. Ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Voilà. Ça va pas le faire du tout. Ça a été volé le 20 mars à 2h30 du matin. À quelle heure? Entre 2h30 et 4h30, c'était chez vous. Déjà. Comment? Attention, monsieur. Des éléments, j'en ai des tonnes, d'accord? Des preuves, j'en ai des tonnes. J'ai des vidéos, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis correct avec vous. Je vous traite bien. Mais ne me prenez pas pour un imbécile. Il va falloir me donner l'identité, parce qu'il n'est pas exclu que si vous me dites rien, je ne prenne pas votre épouse en garde à vue. D'accord? Comme le suspect nie l'évidence, Olivier tente de l'impressionner. Une technique d'interrogatoire bien connue pour obtenir des aveux. Mais l'homme s'accroche à sa version. Et il va même tenter une contre-attaque. Pourquoi prendrait-il le risque d'aller en prison? Si je les avais achetés, que je connais le mec, je te le ramène le mec. Pourquoi moi j'y vais à sa place? Ah bah c'est sûr que là vous allez... Pourquoi je vais à sa place? Ah là, vous Je les avais achetés. Pourquoi? Parce que si vous me les donnez pas, c'est soit... Il y a plusieurs solutions pour que vous y allez à sa place. 1, vous avez peur de lui. 2, c'est de la famille. Parce que dans les... Il n'y a pas que des gens honnêtes. Mais alors moi je suis pas comme tous les... Non, mais moi je vous le dis. Donc si c'est de la famille qui est malhonnête, qu'on fait ça, vous voulez peut-être pas nous dire qui c'est. Mais on va les trouver. Je vous assure qu'on va les remonter. Je suis venu jusqu'à vous, je vais remonter plus loin. C'est pas grave. Hein? Sauf que vous, entre-temps, vous allez manger. Parce que si vous participez pas, si vous nous aidez pas, vous allez manger. Malgré tout, le suspect n'en dira pas plus. Fin de l'interrogatoire. Attendez, on va rentrer dans la cellule. Rentrez dans la cellule. Mettez-vous face au mur. Levez les bras. Voilà. Désormais, l'homme va devoir réfléchir sous les verrous. Les enquêteurs espèrent qu'après plusieurs heures en cellule, il reviendra sur sa version des faits. À l'extérieur, sur la terrasse, c'est l'heure de l'inventaire et le stock saisi dans la matinée est plutôt impressionnant. Belle prise, hein? Moi aussi, je vais en faire une photo. Il m'en faut une pour mon album perso. Des dizaines d'outils, de toutes marques, de tout modèle. Pas de doute, ce gang spécialisé dans l'outillage professionnel a de quoi rendre jaloux les plus grands magasins. Mais comment remonter la piste de ces cambrioleurs chevronnés? Pour accélérer les choses, Olivier va convoquer la femme du suspect. Quelques heures plus tard, elle arrive accompagnée de sa petite dernière. Olivier a décidé de l'entendre comme simple témoin. Mais il attend beaucoup de cette audition. Le mari, lui, est toujours en cellule. L'enquêteur a entendu la version de l'homme. Il veut maintenant savoir si l'épouse raconte la même chose, au détail près. Expliquez-moi, mais je sais pas comment je suis mis en cause. Parce que, en toute honnêteté, vous avez participé à la mise en vente. Sachez qu'il y a un de mes collègues qui vous a téléphoné par rapport à une annonce, et c'est vous qui avez répondu.
Ouais. Vous l'avez entendu de sa bouche, hein, mon mari, quand il parle mal le français. Alors il me dit plus ou moins, toi t'arrives mieux à parler le français, ça passait un peu plus quand tu parles avec les gens qui t'appellent. C'est pour ça que c'est moi qui parle au téléphone. Et un exemple, s'il lui donne l'endroit, le monsieur, à dire rendez-vous style là ou là, mon mari ne saura pas... Pour des rendez-vous, on connaît mieux la région que lui, c'est ça? Voilà, bien sûr, oui, je n'ai pas dit. D'emblée, la femme refuse la moindre implication dans le dossier, quitte à enfoncer encore plus son mari. Qui s'est procuré ces objets? Mon mari. Quand il m'a apporté ça, franchement, il voulait les prendre sur les cuisses. Et du fait qu'il en avait pas mal, il s'est dit, on va le mettre sur le bon coin. C'est qui a eu l'idée de le mettre sur le bon coin? C'est lui, hein. Moi j'ai dit, de toute façon, on ne sait jamais ce que c'est en règle, c'est pas en règle et tout ça. C'est qui a pris les photos? Moi j'ai fait la photo, c'est vrai. Comment on appelle ça? Même pas monsieur. Donc je me souviens bien, c'est mon mari, avec son téléphone grand, qui a mis plein de photos. Oui, et moi si j'aurais su, je vous dis honnêtement, si j'aurais su que c'était bien vol, je ne le mets pas sur Internet. La femme serait donc complètement étrangère à toute cette histoire de recel. Elle n'aurait donné qu'un coup de main à son mari, sans se douter une minute que ces outils pouvaient provenir d'un vol. Une version peu crédible pour Olivier, car si des individus sont effectivement venus tard dans la nuit pour livrer des outils chez elle, elle aurait pu s'interroger sur leur provenance. Auprès de qui il a eu ces objets, votre époux? Ah ben, franchement, chaque fois je disais, de où t'as eu tout ça, de où t'as tout ça, moins t'en sais, mieux c'est. Toujours il me disait ça. Après il te dit, ne cherche pas, c'est acheté en louche, c'est des Roumains, pas des Roumains. Je dis, ah bon, mais explique-moi bien la chose, on sait jamais, il arrive un problème dans la vie ou quoi, mieux t'en sais, mieux c'est. Voilà. Ouais, moi alors franchement, je dis la vérité. La femme explique n'avoir aucune idée sur les éventuels fournisseurs de son mari, parce que ce jour-là, elle avait un alibi. Moi, j'étais à l'hôpital. Vous étiez à l'hôpital avant qu'il les ramène? Oui, j'étais pas là le jour que c'est venu chez moi. Le 18 mars, j'ai été opérée, moi. Vous êtes resté combien de jours à l'hôpital? 3 jours. Et c'est pendant ces 3 jours qu'il les a ramenés? Absolument. Olivier n'en apprendra pas plus sur les voleurs. Il décide de mettre un terme à cette audition. Venez, c'est bon, vous suivez? Voilà, vous pouvez y aller. Mais il vient de recueillir de nouveaux éléments, essentiels pour son enquête. La femme a en effet livré un détail qui accable son mari. Alors, Olivier s'empresse d'en parler à son collègue Olifson. Elle nous donne des éléments qui sont intéressants. Notamment quant aux dates auxquelles il le ramène. J'ai un créneau de 3 jours qui tombe pile poil où je veux. Et elle me dit, quand il les a ramenés, j'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital entre le 18 et le 21, puisqu'elle est restée 3 jours. Nous, nos faits datent du 20. Et on voit le véhicule, le 20, à Toulon. Le 20, c'est-à-dire la nuit du cambriolage. En d'autres termes, le suspect a bel et bien pu se faire livrer les outils volés, tandis que sa femme était hospitalisée, absente du domicile. Un détail que l'homme s'est bien gardé de raconter à l'enquêteur. Sans le vouloir, Madame nous a donné des éléments qui confirment nos investigations et qui vont à l'encontre des auditions de son mari. Donc c'est intéressant pour nous, parce que quelque part, on peut jouer là-dessus. Ça démontre bien en fait qu'il est une mauvaise foi. Je pense qu'il protège soit un membre de sa famille, soit un ami. On va gratter, on va y arriver. On lâche rien. Dans le Var, on lâche rien. La technique d'interrogatoire des enquêteurs a donc porté ses fruits. Pour l'instant, l'homme prétend avoir acheté ses outils aux puces, sans savoir qu'ils étaient volés, une version que sa femme, hospitalisée, n'a pas pu véritablement confirmer. Les gendarmes soupçonnent le mari de mentir. Dès le lendemain, ils espèrent bien le pousser à avouer, en confrontant sa version aux déclarations de son épouse, une nouvelle audition décisive. C'est le dernier jour de la garde à vue. Les enquêteurs n'ont plus que quelques heures pour obtenir de la bouche du mari les noms des 3 cambrioleurs. Vous rentrez là. Voici
asseyez sur la chaise là à droite. Ce matin, c'est Olifson qui se charge de l'audition. Après une nuit en cellule, il espère que l'homme sera plus disposé à parler. Aujourd'hui, il est assisté d'un interprète. Quand il a acheté les outils aux puces de hier, là, elle était où sa femme? À la maison. Votre femme déclare que vous avez ramené les objets, donc l'outillage, durant son temps d'hospitalisation, c'est-à-dire sur la période entre le 18 et le 21 mars. Est-ce qu'il se souvient de ça ou pas? Je vous jure, je m'en souviens pas. Mais elle s'en souvient, hein, c'est ça le problème. Quoi. Mais هي قالت لك ما كانتش. هي عاقلة ما كانتش. Peut-être quand elle était à l'hôpital, je vous jure, je m'en souvenais pas. En apprenant la déposition de son épouse, l'homme semble déstabilisé. Mais il ne dit rien. L'enquêteur ne baisse pas les bras, car il a encore une bonne carte à jouer. Quelque chose que l'homme aurait dit à sa femme, une phrase lourde de sens. Est-ce que son épouse lui a demandé d'où venaient les objets? Oui, elle lui a demandé. Ouais. Et il lui a répondu qu'il les avait achetés. D'accord. Pourquoi il ne veut pas dire la vérité? C'est la vérité. Je n'ai rien à cacher. D'accord. Est-ce qu'il a peur de quelqu'un de représailles ou... Non, pourquoi avoir peur? L'homme ne lâche rien malgré les éléments qui semblent l'accabler. Aux yeux de l'enquêteur, difficile pourtant de croire le mari qui répète ignorer la provenance frauduleuse de ses outils. Si j'avais soupçonné que c'était volé, je ne les aurais pas achetés. J'ai pas de travail. Ma femme te regarde de travers. Je ne rentre rien à la maison. Je vous le jure que c'est la vérité. Pourquoi je vais aller en prison pour les autres? Si je savais quoi que ce soit, je l'aurais dit. Je me suis fait avoir, que voulez-vous que je dise? Et par qui s'est fait avoir s'il dit ça? Justement, si je savais, je vous jure que je ne le laisserais pas partir. En larmes, l'homme ressasse son histoire. Il ne livrera rien de plus. Olifson termine son audition sans rien avoir appris sur les cambrioleurs. La garde à vue touche à sa fin. Faut lui expliquer que quand même on continue à travailler, que c'est pas, faut pas qu'il croie que là c'est fini quoi. Hein. De son côté, Olivier est au téléphone avec le laboratoire en charge des analyses ADN. Depuis le début de l'affaire, les 3 auteurs du cambriolage restent insaisissables, peut-être plus pour très longtemps. L'enquêteur compte désormais sur les prélèvements effectués chez le grossiste en outillage pour découvrir leur identité. C'est un ADN masculin qui a été extrait du CD12 sur TIC. Oui, c'est ça, oui. La comparaison dans la base n'a rien donné. Oui. C'est un D'accord. ADN inconnu. Très bien, je vous remercie. Merci, au revoir. Je vous en prie, au revoir. Les enquêteurs ont bien découvert l'ADN d'un individu sur les lieux du vol, mais malheureusement, il n'est pas référencé parmi les 2 millions d'ADN répertoriés dans le fichier national, le FNEG. Pour le moment, le mystère reste donc entier et ces 3 silhouettes demeurent sans visage. Mais pour les gendarmes, et notamment le capitaine de la brigade, ce n'est que partie remise. Car cette interpellation devrait priver le gang d'un receleur susceptible d'écouler leurs marchandises. Bon, on n'a pas les voleurs, on a un reseller, c'est déjà bien. Et de toute façon, ça tourne dans les bases. Voilà, il se fera contrôler ou interpeller pour autre chose et on aura au moins un voleur ou un complice à ce moment-là. Le crime ne sera pas impuni. Là, le voleur, il a gagné pour aujourd'hui, mais la prochaine fois, c'est nous qui gagnerons. Exactement. C'est une victoire parce qu'on va attraper le reseller. Il n'y aurait pas de reseller, il n'y aurait pas de voleur. Donc en attrapant les resellers, on combat aussi contre les vols.
Quant à la femme du suspect, elle ne sera pas poursuivie. Quant au présumé receleur, n'ayant aucun antécédent judiciaire, il ressort libre de la brigade en attendant son procès. Malgré l'impressionnant butin découvert chez lui, il affirme n'être qu'une victime. Moi, je suis une victime par rapport à ce truc. Si je savais que c'est volé, je ne les achète pas. Je me suis fait avoir, c'est la première et la dernière fois. Pour recel, cet homme encourt jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Quant aux 3 cambrioleurs, encore dans la nature, les gendarmes de Draguignan en sont convaincus. Ils finiront tôt ou tard par commettre une erreur.